peu de chemin parcouru entre 1865, date de l'abolition de l'esclavage, et d'autre part 2008, date à laquelle Barack Obama a été élu président des États-Unis. Je vais commencer par définir les termes dans lesquels, les termes qui définissent en fait, qui se trouvent dans mon titre, conditions sociales et combat politique des Noirs aux États-Unis. Le terme le plus important, évidemment, c'est le terme de noir, parce que ce terme de noir peut poser problème. Légalement, aux États-Unis, on doit s'identifier comme étant blanc ou noir, mais c'est laissé au libre choix, évidemment, des citoyens. Donc, Obama peut se définir comme noir ou peut se définir comme blanc, d'autant plus qu'il est métis, comme vous savez. Hein, sa mère était blanche. Mais ça pose un problème d'identité, qu'on le veuille ou non. On a dit que c'était le premier président noir à la tête des États-Unis, mais s'agit-il véritablement d'un noir, puisqu'il s'agit d'un métis? Donc vous voyez qu'il y a ambiguïté dès le départ quant à la définition. Ensuite, je vous parle des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui a été fondé maintenant, il y a presque, non, ça fait 200, en 1873, c'est la révolte, 1773, 1777, donc disons que c'est un pays qui a un peu plus de 200 ans, 230 ans, 240 ans maintenant. Donc c'est un territoire particulier, et dans ce territoire particulier, en fait, qui a été libéré, entre guillemets, en tout cas c'est comme ça qu'ils se sont, les premiers, les fondateurs, les pères fondateurs de la nation américaine ont défini l'indépendance, se sont libérés de la colonisation britannique. Dans la Constitution américaine, on parle de liberté. C'est même le mot le plus important de la Constitution américaine, c'est la liberté. On parle beaucoup de la liberté de conscience, mais il se fait que lorsque les États-Unis sont créés, il n'est pas question de remettre en question l'esclavage proprement dit. C'est bien beau de parler de la liberté de conscience s'il y a des gens qui sont enchaînés et qui travaillent dans le pays auquel vous donnez une constitution. En 1865, donc, l'esclavage est officiellement aboli pour l'ensemble du territoire des États-Unis, à la suite d'une guerre terrible qui avait opposé le Nord, anti-esclavagiste, industriel, et le Sud des États-Unis, agricole et esclavagiste. C'était donc deux types de sociétés qui se sont opposés, deux types de sociétés et d'économies, peut-on dire. D'une part, les États du Nord, les fédérés, et d'autre part, les États du Sud, les confédérés. Lincoln se retrouve donc seul président à la tête des États-Unis en 1865. Il n'a pas le temps de profiter véritablement de la victoire et de la réunification des États-Unis, puisqu'il est assassiné dans un théâtre, quelques jours ou quelques semaines après la fin de la guerre. Toutefois, ce n'est pas parce que l'esclavage disparaît aux États-Unis que, pour autant, le problème des Noirs disparaît. Bien au contraire. Dès 1865, dans les différents États du Sud qui ont été vaincus, va se mettre en place une législation qui autorise la ségrégation. Ça veut dire quoi la ségrégation? Bien, ça signifie que les Blancs reconnaissent de manière très hypocrite les Noirs comme leurs égaux, mais qu'ils exigent, ils contraignent les Noirs à vivre séparés d'eux. C'est ce qu'on appellera plus tard en Afrique du Sud l'apartheid. Donc en fait, l'esclavage n'a pas résolu grand-chose. Parce
que la situation des Noirs du Sud, et même du Nord, aux États-Unis, dans le dernier tiers du XIXe siècle, reste dramatique. Elle est caractérisée essentiellement par la pauvreté et par la misère. En 1896, la ségrégation est carrément légalisée dans le Sud et pour de nombreuses années. Il faudra attendre, en fait, les années 1950 et 1960 pour que la ségrégation disparaisse définitivement de l'ensemble des territoires des États-Unis. C'est à partir d'ici que je vais commencer mon exposé, en essayant de vous montrer quelles sont les trois grandes phases de l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Alors le point de départ se justifie aisément. 1896, c'est la légalisation de la ségrégation dans le sud des États-Unis. Et puis alors, 2008, c'est une date relativement facile à identifier également, puisque c'est la date de l'élection d'un métis, Barack Obama, à la tête des États-Unis. Il était américain par sa mère, son père étant lui-même kényan, comme vous savez, étant africain. Enfin, c'est un métis. Quelles sont ces trois périodes? Alors, il y a une première période qui s'étend de la fin du XIXe siècle et qui s'étend jusqu'aux années 1930. C'est une période de relatif immobilisme. Autrement dit, une période où les Noirs, je dis bien globalement, à part quelques-uns, bien entendu, subissent leur sort qui est extrêmement pénible. Puis vous aurez une deuxième phase qui est la période de la révolte, qui s'étend d'Atronde des années 1930 à 1970. Et puis alors, de 1970 jusqu'à nos jours, on peut parler d'une période non plus de révolte, on peut dire qu'il s'agit essentiellement d'une période où la situation s'est calmée après les lois qui ont été votées dans les années 60 sur les lois civiques, mais les problèmes restent entiers, en tout cas pour une grande partie de la population noire, sur le plan économique et social. Voilà. Vous avez bien retenu quelles sont les trois grandes périodes dont je vais traiter maintenant? Donc, fin du XIXe siècle à 1930, période de misère épouvantable, 1930-1970, période où domine surtout pour les 20 dernières années de cette période la révolte, et puis une période d'équilibre incertain, instable, où cohabitent en fait des populations noires qui n'ont plus tout à fait le même statut et qui n'ont plus tout à fait le même destin, socialement parlant. Première période. Donc, la première période, c'est celle de la misère, des temps durs, la période de la ségrégation, la période, je dirais, la plus difficile à vivre, après, bien entendu, la période de l'esclavage, entendons-nous bien. Cette première période, qui s'étend, grosso modo, donc, de 1896 aux années 1900, fin des années 1920, c'est donc une période qui, pour les Afro-Américains, pour les Noirs, est une période qui est extrêmement pénible. Elle est marquée tout d'abord par le racisme. Vous savez ce que c'est que le racisme? En fait, c'est une attitude, un comportement qui distingue les êtres humains en fonction de prétendus gènes différents et qui ferait que certains individus, parce qu'ils appartiennent à des groupes ethniques différents, sont considérés comme inférieurs à d'autres. Donc il s'agit d'un problème presque, je dirais, philosophique, mais pas philosophique au sens noble du terme, bien entendu. Lorsqu'on dit que quelqu'un ou qu'un groupe d'individus est inférieur
sur le plan intellectuel, sur le plan moral, et ne parlons pas de l'aspect physique, on est en situation de racisme. Or, le racisme, évidemment, a des conséquences multiples dans la vie sociale. Pas seulement sur le plan juridique, mais sur le plan social tout court. Et donc, le racisme conduit à l'exclusion. L'exclusion par rapport à la scolarité, par rapport à l'emploi, par rapport au logement. Hélas, à l'heure actuelle, ce phénomène existe toujours aux États-Unis, mais enfin en Belgique, en France, vous connaissez ce type de phénomène social. C'est accuser quelqu'un a priori de ne pas pouvoir payer parce qu'il a une autre couleur, ce qui implicitement signifierait qu'il est en situation précaire sur le plan de l'emploi, ou que, pire encore, ce serait quelqu'un qui, parce qu'il a une autre couleur, ou appartiendrait à une autre, entre guillemets, race, on sait que ça n'a aucune valeur sur le plan scientifique, serait suspect parce qu'il appartiendrait à une ethnie, entre guillemets, qui ne payerait pas ses dus. Donc, le racisme conduit à l'exclusion. Mais ça va même plus loin pendant cette période-là. Pendant cette période-là, outre le racisme et l'exclusion, il y a aussi la violence. La violence qui vient de qui? Eh bien, la violence qui vient des petits blancs, si vous voulez. Vous avez déjà entendu parler certainement du Ku Klux Klan, de ces petits fermiers, de ces gens qui vivent dans le centre des États-Unis, dans le sud des États-Unis surtout, bien entendu, et qui considèrent que les Afro-Américains, les Noirs, sont dangereux et qu'il faut les faire disparaître. Seuls les Blancs, appartenant au peuple élu, si vous voulez, élu par Dieu, et les Noirs, en fait, étant l'expression du monde des ténèbres, et donc appartiennent à un monde diabolique. Entre la date de l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire en 1865, et 1920, il y a ainsi eu 5000, tenez-vous bien, 5000 morts du côté des Noirs pour des raisons purement racistes. Et ce qui est évidemment beaucoup plus grave, c'est qu'évidemment la plupart, l'immense majorité de ces crimes ont été impunis dans le Sud. Parce qu'on considérait qu'un Noir, ce n'est pas tout à fait un être humain. Et que les Noirs ne relèvent pas de la même justice que les Blancs. Il y eut même, en 1919, une révolte des Noirs qui a conduit à ce qu'on appelle l'été rouge, date à laquelle des dizaines de Noirs ont été tués. Alors, pourtant, les Noirs doivent vivre, ou plutôt survivre au quotidien. Survivre au quotidien, ça veut dire quoi? Eh bien, ils doivent s'organiser pour essayer de tenir. Et c'est à partir de ce moment-là que, une fois l'esclavage disparu, et d'autre part, les États-Unis étant réunifiés, étant donné aussi que l'idéologie dominante aux États-Unis est l'idéologie capitaliste, c'est le fameux American Way of Life, vous savez, c'est le chacun pour soi. On se bat pour travailler, pour gagner sa vie, et là, il n'y a pas de différence, en tout cas officiellement, de couleur. Et c'est ainsi que vous avez une catégorie de Noirs qui parviennent à s'enrichir, à créer leurs petites entreprises. Et parmi ces Noirs, certains vont considérer qu'il faut effectivement faire quelque chose par rapport à
cette situation de discrimination entre les Blancs et les Noirs. En 1909, une première organisation militante noire, je dis bien militante noire, est créée. C'est le NAACP. C'est la première organisation noire d'importance, je veux dire, hein, qui est créée. Mais à côté de ces Noirs très peu nombreux qui parviennent à s'enrichir et à réussir, comme on dit, réussir dans le domaine des affaires, l'immense majorité des Noirs à cette époque-là vivent dans la pauvreté et dans la misère. Et c'est ce qui explique qu'il va y avoir une sorte de grand trek, comme on aurait dit pour l'Afrique du Sud, mais dans un tout autre contexte et pour une toute autre catégorie de la population, une grande émigration du sud vers le nord entre 1919 et 1929. Je vous montre cela sur la ligne du temps pour que vous fixiez un petit peu les choses. Hein. Donc je vous avais parlé de 1865 tout à l'heure, date fondamentale, c'est l'abolition de l'esclavage. 1896, légalisation de la ségrégation dans le sud, hein. Je ne l'ai pas mis ici au tableau, mais c'est bien dans le sud. 1909, création de cette première organisation noire militante. 1919, ici, l'été rouge. Et alors, de 1919 à 1929, pendant cette période de 10 ans qui suit la Première Guerre mondiale, il y a une émigration massive du sud vers le nord, étant donné les conditions dans lesquelles les Noirs doivent vivre dans le sud, où il y a la ségrégation, alors qu'elle n'existe pas dans le nord. Dans le nord, il y a de la discrimination. Il faut bien distinguer les choses. La ségrégation, c'est quelque chose d'officiel, qui sépare les groupes. D'ailleurs, si vous faites l'étymologie de ségrégation, dans ségrégation, vous avez le mot grec en latin qui veut dire troupeau. C'est-à-dire qu'on sépare les troupeaux, littéralement, c'est ça que ça veut dire, hein, ségrégation. On sépare les groupes. Ça va? Tandis que la discrimination, c'est autre chose, c'est une situation de fait qui n'est pas légalisée et qui permet à des propriétaires, à des employeurs, de refuser un emploi, un logement à des gens parce qu'ils ont une autre couleur. En l'occurrence ici, parce que ce sont des Noirs. Ça va? Alors tenez-vous bien. Sur 12 millions de Noirs aux États-Unis en 1920, eh bien il y a 10%, c'est-à-dire 1 200 000 individus qui partent du sud vers le nord, en disant, c'est pas mal quand même comme phénomène migratoire interne dans un pays. Ça va? Bon. Alors, j'étais en train de vous parler de cette misère et de ce phénomène migratoire. À côté de ça c'est sur le plan économique et social, les Noirs essayent de relever la tête, de se donner de la dignité et de retourner peut-être, je dirais, à leurs racines. Ils se disent, oui, nous sommes déconsidérés par les autres, mais nous avons nous-mêmes beaucoup de richesses, de potentiel sur le plan culturel, et comme ils sont rejetés par les Blancs, eux-mêmes inventent ou construisent, si vous voulez, à partir de leurs origines africaines, une nouvelle culture. Dans les années 20 et les années 30, cette culture est dominée par une forme de musique particulière qu'on appelle le jazz, bien entendu, hein, qui succède au ragtime, le jazz. Le jazz va devenir une musique extrêmement populaire, qui va d'ailleurs largement dépasser le cercle des populations noires, puisque le jazz va être une musique qui va, comment dirais-je, passionner également les Blancs. Mais il faut savoir que dans les salles de concert, dans les salles de théâtre, etc., les Noirs sont souvent interdits. Donc ils peuvent être acceptés comme acteurs sur la scène, mais ils sont interdits comme spectateurs, ce qui paraît évidemment un petit peu plus curieux. Alors, ce n'est pas seulement dans le domaine de la musique, c'est également dans le domaine de la danse, c'est également dans le domaine de la peinture, également,
que l'on va trouver ces artistes. Toutefois, je vous ai dit, hein, l'immense majorité des Noirs, à ce moment-là, doivent vivre de manière misérable, et c'est l'époque où d'ailleurs, dans le Nord, à la suite de cette émigration du Sud vers le Nord, donc dans les années 1920, que vont se créer les ghettos, les fameux ghettos, un peu partout à l'est des États-Unis, mais en particulier dans le Nord, le Nord-Est, et je pense bien sûr à Chicago ou à New York. New York est caractérisée par une ville à l'intérieur de la ville, Harlem, qui est désertée par les populations blanches bourgeoises et qui va être occupée par les Noirs, justement. Si vous allez à Harlem à l'heure actuelle, vous allez voir que ce sont des maisons qui ne sont pas si mal que ça. Il y a de très belles maisons à Harlem. Mais ce sont des quartiers qui avaient été complètement laissés à l'abandon par la bourgeoisie blanche, qui a été dans d'autres quartiers, tout simplement. Hein. Et c'est ce qui explique que des maisons d'origine bourgeoise ont été occupées par des Noirs. Vous avez des phénomènes un petit peu semblables à Bruxelles. Hein. Moi, j'habite à Saint-Gilles, c'est-à-dire au sud d'une commune qui est dans la périphérie immédiate du centre de Bruxelles. Eh bien, il y a beaucoup de maisons bourgeoises, hein, qui ont été désertées par les bourgeois, je dirais, dans les années 1950-1960. Ces bourgeois ou ces populations aisées sont partis dans le Brabant wallon, Waterloo, Lannes, Genval, etc., donc des quartiers huppés, et alors ont été remplacés par justement des populations immigrées. Entre 1964 et 1974, il y a un afflux massif d'immigrés en Belgique, parce qu'on les appelle, on en a besoin, il y a des signatures avec le gouvernement marocain en particulier, ou turc à cette époque-là, et c'est ainsi que des populations marocaines ou turques vont habiter dans les quartiers bourgeois. Et donc ces maisons le bâti, si vous voulez, a vieilli, ces maisons ont été mal entretenues, et puis maintenant il y a un nouveau mouvement depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis le début du XXIe siècle, qu'on appelle le mouvement de gentrification. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot-là, gentrification. C'est en fait le retour des bourgeois ou des bobos, si vous voulez, dans ces quartiers qui ont été désertés 50 ans plus tôt, 40 ans plus tôt. Et voilà, donc, et alors maintenant il y a des maisons maintenant qui valent très cher dans ces quartiers-là. Voilà. Donc vous voyez que c'est ça qui est intéressant quand on fait l'histoire des villes ou l'histoire de l'urbanisme, c'est bien pour montrer qu'en fait on ne va pas toujours dans le même sens, il peut y avoir des allers-retours en fonction des circonstances économiques et sociales. Voilà. Donc j'étais en train de vous parler d'Harlem, hein, Harlem qui est donc une ville dans la ville, et alors qu'il y a à côté d'Harlem, vous avez alors là un autre quartier noir qui, lui, n'a jamais été habité par les bourgeois. C'est un quartier assez sinistre que l'on appelle le Bronx, hein, et qui a eu pendant longtemps une très mauvaise réputation. On y applique maintenant la tolérance zéro, mais c'était un endroit où longtemps les Blancs ne pouvaient pas se promener la nuit. Hein. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième période. C'est donc la période qui, en gros, hein, va de 1930 à 1970, et je dirais qui couvre surtout la période donc 1950, même 55 à 1968 pour faire bref. Ça va? Alors c'est la période de révolte. La période de révolte. Révolte au singulier ou révolte au pluriel, comme vous voulez. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, les organisations militantes deviennent de plus en plus nombreuses. Elles se veulent pacifiques. Elles se veulent pacifiques. On se rend compte du noir
du rôle que les Noirs ont pu jouer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des gens comme Franklin Roosevelt, le président qui est décédé donc en avril 1935, sa femme, Eleanor, aussi, combattent en tout cas, sa femme certainement, Léonard, combat pour les droits civiques. Son mari, lui-même, essaye de trouver des compromis, ou il interdit en tout cas la discrimination à l'emploi. Alors, en 1955 se produit un événement très important du point de vue de l'histoire de l'émancipation des Noirs sur le plan politique et sur le plan social. C'est l'attitude qu'une Noire de l'État d'Alabama, donc dans le sud des États-Unis, va avoir lorsque, dans un autobus de la ville de Montgomery, elle va refuser les injonctions d'un chauffeur d'autobus qui va lui intimer l'ordre donc de se lever pour céder sa place à un blanc. Elle va refuser. Et ça va être le départ d'émeutes et surtout de boycott, on est toujours dans le cadre de lutte pacifique, vous êtes bien d'accord, du boycott des transports en commun dans la ville de Montgomery pendant, tenez-vous bien, 1 an. Donc pendant 1 an, les Noirs vont refuser d'aller dans les autobus. Alors vous pensez bien qu'à partir du moment où ils peuvent faire pression sur le plan économique, ils sont une force, c'est une ville où il y avait beaucoup de Noirs, bien entendu, il y avait énormément de Noirs dans ces villes-là, surtout à Montgomery en particulier. Eh bien la compagnie a dû céder finalement. C'est dans les années 1950, après 1955, en 56, 57, 58, etc., que la Cour suprême des États-Unis, je dis bien la Cour suprême, je ne suis pas ici en train de parler du Congrès ou du président, je parle de la Cour suprême des États-Unis, décide d'invalider la ségrégation, en particulier dans les écoles, à l'embauche, et que les choses vont commencer à bouger pour les Noirs, parce que justement, jusqu'à cette époque-là, c'était tout à fait légal, la ségrégation. Autant je vous ai dit que dans le Nord, il y avait de la discrimination, autant dans le Sud, c'était tout à fait légal, c'était de la ségrégation, c'est beaucoup plus fort, évidemment. Le président Eisenhower, qui est un président républicain, entre 1952 et 1960 aux États-Unis, va envoyer la troupe à Little Rock, donc dans l'Arkansas, pour permettre aux enfants d'aller dans les écoles. Quand vous pensez que le gouverneur avait interdit aux enfants noirs de pouvoir entrer dans les écoles où allaient les blancs. Je vous montre tout de suite où se situent les villes que je vous ai citées jusqu'à présent. Voilà. Alors, je vous ai cité avec Rosa Parks en 1955 la ville de Montgomery qui se trouve dans l'Alabama. Voilà. Ici, je vous parle de la ville de Little Rock, qui est le chef-lieu, la capitale de l'Arkansas. Voilà. Alors, on va passer maintenant, toujours pendant cette période qui va de 1955 à 1968, à une radicalisation du mouvement et surtout une période de victoire, de triomphe. Triomphe légal, tout d'abord. Je vous ai dit dans quel secteur la Cour suprême des États-Unis est intervenue entre 1955 et 1958. Maintenant, on va voir que le président Johnson, c'est celui qui succède à Kennedy, qui en novembre 1963 est assassiné à Dallas. Eh bien, le président Johnson, qui est un président démocrate comme Kennedy, va faire voter
en 1964 et 1965, d'une part, une loi qui permet aux Noirs de disposer de la totalité des droits civiques dont disposent les Blancs aux États-Unis. C'est le Civic Rights Act. Et en 1965, il fait voter également le Voting Act, qui permet donc aux Noirs de voter sans qu'il n'y ait plus aucune discrimination par rapport aux Blancs, donc dans les États du Sud. Donc c'est une période où, en tout cas sur le plan légal, les choses sont en train de se résoudre. On avait eu les actes, les décisions de la Cour suprême des États-Unis dans la deuxième moitié des années 50, et ici dans la première moitié des années 60, le pouvoir exécutif lui-même fait, sous l'autorité du président Johnson, fait voter par le Congrès américain donc des lois qui font des Noirs des citoyens exactement comme les autres. Donc la ségrégation disparaît dans les faits. Pas seulement, enfin, elle disparaît en tout cas légalement. La discrimination, hélas, on va le voir, continue à fonctionner. Toutefois, le vote de ces lois, loin de calmer les choses, va plutôt radicaliser les populations et même certains intellectuels. Parce que si, légalement, je vous disais, il n'y a plus de différence entre les Blancs et les Noirs, dans les faits, concrètement, sur le terrain, les Noirs se trouvent ghettoisés, ils se trouvent coincés dans ces quartiers où règne la misère dans les grandes villes. Et c'est ainsi qu'entre 1965 et 1968, vous allez avoir ce que j'ai appelé des émeutes, mais qui sont en fait de véritables révoltes, des Noirs de ces ghettos dans des villes que je vais situer maintenant sur la carte des États-Unis. Alors, ça commence en 1965 par les émeutes du quartier de Watts, W-A-2-T-S, à Los Angeles. Alors ça va continuer par toute une série d'autres révoltes, par exemple à Chicago, qui se trouve donc ici dans l'Illinois. Vous en avez également à Detroit, dans le Michigan. Vous allez en avoir également à Atlanta. C'est l'époque également où deux mouvements vont se mettre en branle parallèlement. D'une part, un mouvement pacifique, et je ne tiens compte ici que de son chef de file, qui s'appelle Martin Luther King. Martin Luther King. Et vous voyez que son prénom renvoie au fondateur de la réforme en Allemagne. C'est un pasteur noir d'Alabama. Alabama, je vous rappelle, c'est cette région-ci. Montgomery se trouve en Alabama. C'est un intellectuel, il était docteur en philosophie de l'université de Boston. Et pendant une dizaine d'années, depuis les années 1955 jusqu'à son décès, plus exactement son assassinat à Memphis, ici dans le Tennessee, en 1968, et bien pendant ces 13 ans-là, il va se battre pour l'égalité juridique et pour l'amélioration de la condition des Noirs aux États-Unis. Je ne peux pas résister à vous lire un petit extrait de son discours universellement célèbre qu'il a prononcé à Washington le 28 août 1963, lorsque, à la tête d'une marche qu'il avait initiée, il s'est trouvé à la tête de plusieurs centaines de milliers de manifestants devant le mémorial Lincoln. Il a prononcé son célèbre discours « J'ai eu un rêve cette nuit ». J'ai eu un rêve. Enfin, pas cette nuit, c'est plutôt aujourd'hui.
Alors je vous lis ce passage, je fais le rêve. Oui, un tout petit passage. Hein. Si vous voulez lire la totalité du discours, vous pouvez le faire dans une édition que j'ai ici, mais j'en ai d'autres aussi, hein, éditée par la collection Point. I Have a Dream, édition bilingue, collection Point. C'est trop loin? Voilà. Donc je fais le rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation, ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve, ce qui donne en anglais I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Donc c'est un discours très très célèbre, hein, que vous avez certainement déjà entendu. À côté de ça, il y a un mouvement plus radical. C'est un mouvement qui est assez d'ailleurs violent dans un premier temps. C'est celui initié par Malcolm X. Malcolm X. Alors Malcolm X, c'est pas son nom évidemment, il s'appelle bien Malcolm, mais il s'appelait Malcolm Little, ce qui veut dire petit en anglais, hein. Malcolm Little. Et il rejette ce nom de famille qui lui a été attribué dans les plusieurs générations plus tôt par les maîtres de sa famille, de ses ancêtres, qui étaient esclaves. Alors pour montrer justement qu'il est un anonyme, si vous voulez, il prend le nom de X, mais ce n'est pas son nom. Hein? Plutôt que s'appeler Malcolm Little, c'est Malcolm X. Voilà, vous connaissez cette lettre qui sert à montrer l'anonymat, justement. Autrement dit, c'est comme si je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom, c'est-à-dire les Noirs n'ont pas de nom. On n'a pas voulu, on leur a donné des noms qui n'étaient plus les leurs, si vous voulez. Donc ce X est symbolique, bien entendu. Alors, il s'était converti à l'islam. Dans un premier temps, il mène un combat assez dur, en tout cas, sa parole est très violente contre les Blancs, et il va se radoucir, mais quand je dis se radoucir, il n'aura jamais la position de Martin Luther King, il va se radoucir dans la mesure, il va quand même entamer à la fin de sa vie, parce qu'il va être assassiné, hein, il va être assassiné en 1964, peu de temps, hein, 2 mois avant, il a été assassiné en avril, si mes souvenirs sont bons, alors que les droits civiques sont votés au mois de juillet 1964, donc 3 mois plus tard, si vous voulez. Il va être assassiné dans une salle où il allait présenter une conférence. Donc c'est juste avant le début de sa conférence, mais il enflammait les foules, hein. Les gens venaient pour l'écouter, mais il s'était radouci parce qu'il pouvait accepter qu'il y ait des Blancs qui soient sincères, hein, lorsqu'il disait qu'ils étaient pour l'émancipation des Noirs. Alors au départ, il avait dit non, c'est fini, plus rien à cirer avec les Blancs, ce sont des ennemis, ce sont vraiment des ennemis naturels, quoi. Autrement dit, il était tombé, comme dans certains de ces mouvements-là, dans un véritable racisme vis-à-vis des Blancs. Un racisme des Blancs vis-à-vis des Noirs répondait le racisme des Noirs vis-à-vis des Blancs. Voilà. Alors, lui-même est assassiné en 1964, et alors le mouvement va être amplifié dans la deuxième moitié des années 60 par ceux qu'on appelle les Panthères Noires, les Black Panthers, qui eux vont franchement avoir des attitudes violentes contre les Blancs et semer la terreur. Donc c'est la terreur contre la terreur. Ils se sont dit, mais il n'y a rien. Le seul moyen finalement d'être émancipé, c'est de créer une république noire, voilà, d'être notre ennemi, c'est le blanc. Donc aucune conciliation possible, refus de toute forme d'intégration des Noirs et volonté de créer une communauté séparée des Blancs. Donc là on tombe dans un communautarisme de type raciste, hein, voilà, qui répond à une autre forme de racisme. Alors j'en arrive maintenant à la troisième période. C'est la période qui va des années, grosso modo, hein, des années 1970 à aujourd'hui. Hein, en 2013, voilà.
Alors cette période est caractérisée par un équilibre incertain, si vous voulez. Alors il faut savoir que si je dis 1970, n'oubliez pas qu'en 1973, c'est le premier choc pétrolier. Ce sont les classes les plus pauvres aux États-Unis comme partout ailleurs qui sont les premières touchées. Les entreprises doivent licencier puisque le prix du carburant a fortement augmenté, puisque les pays de l'OPEP avaient doublé le prix du baril brut, de pétrole brut, qui était calculé en dollars à ce moment-là. Et c'est toujours d'ailleurs, ça va? Donc, on n'est plus dans la période des 30 glorieux, si vous voulez, c'est une période où l'économie va mal, et donc il y a un repli des Noirs sur eux-mêmes. Donc le sentiment communautaire faiblit, on n'est plus dans la grande épopée, si vous voulez, des années 1950 et 1960, on retourne dans cette forme d'individualisme américain qui est le chacun pour soi. Et les Noirs, évidemment, n'échappent pas à cette idéologie dominante. Chacun essaye de sauver sa peau en période de crise économique. Ce n'est pas une période où on a envie de se battre pour du collectif, si vous voulez. Alors, le racisme est toujours présent, même si officiellement il est condamné. En particulier parmi ces petits fermiers là, du centre des États-Unis, au sud des États-Unis. Il y a des tas de, si vous voulez, d'attitudes discriminatoires vis-à-vis des Noirs, dans le problème, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine du logement, dans le domaine de l'emploi. Ce sont des discriminations qui officiellement sont interdites, mais enfin qui existent de fait. De plus, ces attitudes qui moralement sont plutôt condamnables, vous êtes bien d'accord, vont être relayées par le pouvoir politique. C'est ainsi que George Bush, le père, donc, dans sa campagne électorale, donc après le mandat de Donald Reagan, donc ça se situe, je réfléchis, entre 1900, attendez, je réfléchis bien, que je ne dise pas de bêtises, donc la campagne électorale, c'est celle de 1988, 87-88, donc George Bush, le senior, donc, a gouverné, a présidé entre 1988 et 1992, parce qu'après, pendant 8 ans, ça va être Bill Clinton, un démocrate. Donc, George Bush senior ne va pas hésiter à évoquer, lors de sa campagne, les références à quelqu'un qui avait été détenu pendant la, comment dirais-je, dans le cadre de sa campagne contre Michael Dukakis, qui était le démocrate, et c'était faire un appel du pied, bien entendu, à ce petit électorat du centre des États-Unis, pas très évolué intellectuellement, et raciste, justement. Pour le reste, il faut quand même reconnaître que si la misère existe toujours, en effet, après 1970, en 1970, on compte que les 2/3 des familles noires vivent dans la misère, donc c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, les 2/3, c'est énorme. Mais enfin, avant c'était 90, vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans les années 20. Donc il y a une diminution, malgré tout. Passer de 90 à 65, c'est pas énorme, mais enfin c'est toujours ça de prix. Eh bien, à côté de ça, il faut se dire qu'il y a quand même une bourgeoisie noire qui a pu faire son trou, si je puis dire, faire sa place au soleil, et on compte qu'il y a, dans les années 70, plus ou moins 1/3 de la communauté noire qui appartient à la classe moyenne, qui a un revenu annuel égal ou supérieur à 50 000 $ par an.
Alors j'en arrive tout doucement à la conclusion, c'est que à l'heure actuelle, le problème noir est intimement lié au problème social, on peut dire que c'est avant tout un problème social, même si pour certains noirs, il y a un problème d'identité. On est bien d'accord que c'est d'abord un problème social, puisque la misère, la pauvreté est beaucoup plus présente chez les Noirs que dans d'autres catégories de la population. Donc c'est avant tout un problème social. Mais pour un certain nombre de Noirs, il y a aussi un problème d'identité. J'en arrive à la conclusion, je ne vais pas en dire. C'est que qu'est-ce qu'être noir aux États-Unis aujourd'hui? Certains insistent sur leur identité comment dirais-je, en indiquant qu'un noir américain, c'est pas tout à fait la même chose qu'un blanc américain, si vous voulez, qu'il y a des spécificités, ne serait-ce que culturelles. Et c'est vrai d'ailleurs que si vous voyez la culture noire aux États-Unis, elle a une importance majeure, en tout cas celle qui est d'origine noire. D'ailleurs, regardez, pour tout ce qui concerne la musique populaire, issue du jazz, hein, il y a eu des tas de formes musicales que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Quand vous regardez des clips à la télévision, vous avez déjà vu le nombre de chanteurs et de danseurs noirs américains dans ces clips? Hein, c'est assez incroyable d'ailleurs, hein. Il y a plus de noirs que de blancs en général. Hein. Donc ça veut dire que quelque part, cette musique des Noirs américains a conquis une grande partie de la planète. Donc ils ont fait leur place au soleil, je dirais, par la bande, non pas en ayant des places importantes sur le plan économique et social, bien que certains d'entre eux aient bien réussi, socialement, économiquement parlant. Sur le plan politique, on trouve des maires noirs dans toute une série de grandes villes américaines. Et faut-il le rappeler que Barack Obama a quand même été élu président des États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a eu des progrès incontestables. Mais on ne peut pas nier que le problème noir reste quand même entier, en tout cas sur le plan social, et sur le plan identitaire, il pose encore problème, en tout cas pour certains blancs qui sont racistes, très clairement, et pour certains noirs qui veulent insister sur l'aspect africain de leurs origines. D'ailleurs, dans les années 60 et 70, il y avait même sur le plan vestimentaire, sur le plan même de la manière de la coiffure, c'était connu, les coiffures afro, vous savez, où on laisse pousser ses cheveux, et alors on a des têtes qui quadruplent de volume en termes par rapport à leur chevelure, même certains blancs aussi qui voulaient un peu être dans le mouvement se coiffaient aussi de cette manière-là, mais les coiffures afro, pensaient à des grandes chanteuses comme par exemple Angela Davis, par exemple. Enfin, il y en a bien d'autres. Et c'est vrai que quand vous pensez même à des chanteurs, enfin pour vous c'est ancien évidemment, mais qui moi renvoient à mon enfance, à des gens comme Jimi Hendrix, etc. C'est des gens qui avaient une place très très importante dans la deuxième moitié des années 60. Alors puisque le temps presse, qu'il est presque l'heure, je vais vous montrer quelques livres. Est-ce que je suis à bonne distance? Voilà. Alors, tout d'abord, une histoire des États-Unis aux éditions Armand Collin, qui a pour auteurs Denise Artaud et André Caspi. Vous allez voir qu'il y a plusieurs ouvrages d'André Caspi que je vais vous montrer. Alors, un ouvrage que je vous ai déjà montré la semaine dernière, dans un autre cadre, un ouvrage de Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, aux éditions Agone. Alors là, c'est l'ouvrage sur l'histoire des États-Unis que je vous recommande vivement. Elle prend le contre-pied de toutes les histoires écrites, je dirais, traditionnellement par la haute société, si vous voulez, par les intellectuels de la côte Est. C'est un ouvrage excellent qui s'intéresse en particulier aux minorités. Un ouvrage plus ancien, L'Amérique anglo-saxonne de 1815 à nos jours, par Claude Follen, Presse universitaire de France. Du même Claude Follen, Les États-Unis au XXe siècle, dans la collection Aubier. D'André Caspi, dans la collection Point, Les Américains, tome 2, Les États-Unis 1945 à nos jours.
d'André Caspi et d'autres, La civilisation américaine aux presses universitaires de France. Alors c'est un ouvrage évidemment qui porte sur la culture, les loisirs, des tas de choses que j'ai abordées très brièvement aujourd'hui, du même André Caspi, mal connu, mal aimé, mal compris, les États-Unis d'aujourd'hui, chez Plomb. Alors, je vous ai déjà montré ce numéro spécial de textes et documents pour la classe de mai 2012, Afrique, esclavage, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que s'il y a des Noirs aux États-Unis, c'est parce qu'ils y ont été transférés dans des conditions épouvantables d'Afrique occidentale, hein, pendant les temps modernes. Sur les Noirs aux États-Unis et Claude Follen, un petit que sais-je. De Daniel Guérin, de l'oncle Tom aux Panthères, c'est-à-dire aux Panthères noires, en 10-18. Alors c'est un historien anarchiste, mais qui fait très bien son travail. C'est pas inconciliable. De Malcolm X, Le pouvoir noir, chez l'Harmattan, donc le Black Power. Alors, de Malcolm X sur l'histoire afro-américaine aux éditions Aden. Alors, le discours de Malcolm X, enfin un discours de Malcolm X qui s'intitule Le vote ou le fusil, du 3 avril 1964, édition bilingue, dans la collection Point. Alors, histoire du Black Panther Party, de Tom Van Hersel à l'échappée. États-Unis 1968, c'est l'année où Martin Luther King a été assassiné, d'André Caspi, aux éditions Complexes. Alors, les discours qui ont changé le monde, anthologie présentée par Christophe Boutin, chez Flammarion, vous y trouvez le fameux discours « I have a dream ». Alors, prix Nobel de littérature, Toni Morrison, un ouvrage qui s'appelle « Beloved », donc c'est une grande écrivaine américaine, noire, et dans ce livre, publié chez 10-18, il est question donc d'une mère qui égorge sa petite fille, et la mère l'égorge parce que c'est elle-même une esclave noire qui est évadée d'une plantation en 1870 et donc elle ne veut pas que sa fille connaisse le sort qu'elle-même a connu comme esclave et qu'elle soit reprise par son maître. Alors quelques grands compositeurs et joueurs de jazz, donc bien sûr le plus célèbre de tous, Louis Armstrong, Duke Ellington, Nat King Cole, Charlie Parker, j'ai pas Count Basie avec moi, alors Errol Garner, alors Billie Holiday, et enfin Ella Fitzgerald. J'ai dit.